Ce 9 mai, Poco levait le voile sur le Poco F5 et le Poco F5 Pro, des smartphones que l'on peut considérer comme des flagship killers. De mon côté, j'ai pu mettre la main sur le Poco F5 que je teste depuis quelques semaines. C'est un smartphone qui est dispo à 429,90 € dans sa version entrée de gamme et 479,90 € dans sa version plus musclée. Salut tout le monde, je suis Mathieu de Rester Connecté et voyons ensemble quelles sont les forces et aussi les limites de cette proposition. Snapdragon 7 Plus Gen 2, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une recharge rapide de 67 watts pour une batterie de 5000 mAh, un triple module caméra dont un capteur de 64 mégapixels ouverture f1.8 stabilisé. Voilà dans les grandes lignes les promesses séduisantes de ce Poco F5. Je vous propose de parler dans un premier temps du design de l'appareil et malgré un ADN qui est quand même assez gaming, qui est porté d'ailleurs par la marque, le design est quand même plutôt discret. Sans forcément être le plus beau smartphone du marché, j'apprécie que le constructeur apporte des touches au design, notamment avec cet effet au dos. Il n'est pas d'ailleurs forcément visible au premier regard, mais quand on s'approche de plus près, eh bien je trouve que cela rehausse l'impression générale de l'appareil. Non, c'est vrai, je trouve ça cool parce qu'on est sur un smartphone qui est déjà dans une catégorie tarifaire milieu de gamme, qui plus est essaye d'être dans une forme de maîtrise de coût pour aller s'installer dans le haut de gamme avec sa configuration. Et je trouve que la marque, elle tombe pas forcément dans la facilité de produire un appareil visuellement générique pour aller au moins cher possible. Bon, ça n'échappera à personne, mais sachez que ce dos est très sensible aux traces de doigts et également aussi la poussière qui vient se déposer tout autour des capteurs. Pour faire cette vidéo, j'ai dû souvent passer des coups de chiffonnette. Ce Poco F5 a une apparence sobre avec une touche d'attention. Bref, comme je vous le disais, sans être extraordinaire, je trouve que ce Poco F5 est plutôt sympa avec une touche d'élégance. Autre point tout de même notable, quand on regarde le smartphone, on note une prise jack. Même si aujourd'hui le marché des écouteurs sans fil s'est globalement imposé, pouvoir en disposer c'est toujours pour moi une excellente nouvelle. Par contre, concernant les écouteurs sans fil, comme pour le Xiaomi 12T Pro, j'ai toujours un problème de volume. Je trouve que c'est toujours légèrement un peu bas par rapport à d'autres concurrents. Donc c'est un petit peu problématique, même si il n'y a rien de bien grave puisqu'au final c'est bien meilleur quand même pour nos oreilles. Concernant les haut-parleurs de cet appareil, on a quelque chose de mi-figue mi-raisin, c'est-à-dire que il est tout de même suffisamment puissant, c'est pas le plus puissant que j'ai entendu, mais ça rend plutôt assez fort. Malgré tout, on sent que quand on pousse à fond, on ressent le manque cruel de basse. Du coup, c'est bien dommage parce que je pense qu'on n'était pas loin d'avoir une bonne proposition à ce niveau-là. Autre point, le lecteur d'empreintes n'est pas sous l'écran, il se situe sur le bouton d'alimentation. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que celui-ci fonctionne très bien, il est très réactif et vraiment, il n'y a pas de taux d'erreur. D'ailleurs, le bouton d'alimentation, c'est vraiment un bouton qui a été enrichi. Si on va dans les entrailles de l'appareil, on peut augmenter ses fonctionnalités et le personnaliser. Par exemple, de mon côté, j'ai opté via un double tap d'invoquer Google Assistant qui par défaut s'active quand on presse le bouton sur un appui mi-long. Un appui long vous proposera le menu de redémarrage du tel et c'est vraiment une approche par défaut que je n'aime pas du tout. Du coup, j'ai modifié le comportement, ce qui est un bon point pour la personnalisation. En parlant de ce bouton d'alimentation, ça me permet de vous amener un petit peu sur la prise en main qui est bonne. Ce fameux bouton, lui, en tout cas, il tombe facilement sous le pouce. Les boutons volume sont légèrement un peu hauts pour mes petites mains. Si je devais repenser le smartphone pour ma morphologie, j'aurais baissé le tout, mais en vrai, ça va, c'est complètement gérable. Par contre, ce que j'apprécie vraiment le plus quand je saisis ce smartphone, c'est sa légèreté. On est passé d'un Poco F3 qui pesait 196 grammes à un F4 qui en pesait plus que 195 et maintenant on est sur ce Poco F5 qui n'en pèse plus que 181 grammes. Franchement, on ne peut qu'apprécier l'effort de Poco. Autre effort qui est une habitude chez les utilisateurs de la marque dans la boîte, on retrouve la fameuse coque de protection et un film protecteur.
Je ne cesserai jamais de relever ce petit plus car c'est rassurant pour une personne qui achète un produit qu'il soit protégé dès la sortie de la boîte. Durant son live de présentation, la marque a déclaré vouloir travailler sur le prix. Elle veut proposer des smartphones de bon calibre à prix contenu. Une stratégie de communication intéressante et une position intelligente pour se mettre au niveau des préoccupations des consommateurs suite en ce moment à tout ce que l'on entend, pouvoir d'achat et l'inflation. Je suis pas ici pour vous dire que Poco nous aime et que la marque est notre meilleur ami. C'est une entreprise quand même qui doit faire du profit, donc quand même gardez-le en tête. Du coup, regardons les éléments importants pour nos autres utilisateurs. Je démarre par l'écran. On est sur un affichage Flow AMOLED qui recouvre 93,4% de la surface. Le Flow AMOLED, pour vous expliquer rapidement, c'est une variante de l'OLED. Il reprend les mêmes principes, mais il se différencie par une finesse, une légèreté et plus de flexibilité. Il a aussi une capacité d'absorption des chocs, une protection supplémentaire quand on sait que l'écran est protégé grâce à la technologie Corning Gorilla Glass 5. Ici, on est sur une définition Full HD+. Les joueurs auraient sans doute apprécié du QHD, mais au vu de la stratégie tarif agressif, ça peut s'expliquer. On a tout de même le droit au taux de rafraîchissement de 120 Hz qui fait plaisir. Il se gère de manière dynamique en fonction des besoins, mais on peut aussi également décider de forcer soit du 60 Hz pour avoir une meilleure économie sur la batterie, ou le 120 Hz si on veut des animations ultra fluides tout le temps. Ce qui est à mes yeux important, c'est le rendu des couleurs. Et je dois dire qu'il n'y a rien à dire. On a un calibrage qui me semble bien maîtrisé. C'est vraiment un écran qui est quand même très agréable à regarder. Pareil ici, on peut sélectionner différents profils de couleurs et celui-ci permet même d'aller jusqu'à une calibration assez fine dans le menu schéma des couleurs. Mais pour les plus difficiles d'entre vous, Poco a de quoi satisfaire toutes les rétines. Pour le pic de luminosité, sachez que cet écran peut monter jusqu'à 1000 nits. Après, ce détail purement mesure technique, ça se traduit par une luminosité tout à fait convenable pour voir son écran lors de journées, même avec un fort ensoleillement. Abordons maintenant l'expérience utilisateur. On est sur la surcouche de Xiaomi MIUI 14 qui est la dernière version au moment où je tourne cette vidéo. L'appareil est totalement fluide, cette surcouche elle est bien maîtrisée. Elle offre d'ailleurs un très haut niveau de personnalisation. Je ne vais pas passer en revue toutes les fonctionnalités, sinon la vidéo serait bien trop longue. On retrouve une boutique pour appliquer des thèmes, certains payants, d'autres gratuits. Pour ma part, j'ai laissé celui de base que je trouve déjà assez élégant. Par contre, j'aimerais mettre en avant quelques petits trucs qui peuvent à la fois être des astuces et qui peuvent être pratiques au quotidien pour peu qu'on s'y intéresse. Si parcourir l'écran est toujours compliqué, toujours ce problème de petites mains, il existe plusieurs façons d'atteindre le centre de notification. La première, on peut l'atteindre en swipant même au milieu de l'écran. Il y a un mode une seule main que l'on peut activer dans les paramètres, un mode que j'ai toujours pas le réflexe, j'arrive pas à m'y faire, mais qui peut être pratique pour naviguer dans le téléphone, donc vraiment ça peut être vraiment très bien si vous faites l'effort. Et la dernière qui me semble plutôt intéressante, il suffit simplement de tapoter 3 fois au dos de l'appareil pour voir apparaître les notifications. Mais sachez qu'on peut aller encore plus loin avec cette surface puisque si on tape 2 fois dessus, on peut opter par exemple pour lancer l'appareil photo. Tout ça, ça se personnalise dans les paramètres et je vous invite vraiment à vous y plonger, à aller être curieux parce qu'il y a pas mal de possibilités assez dingues à faire pour les appareils de la gamme Xiaomi et Poco qui vous faciliteront sans doute la vie au quotidien. Alors oui, ça demandera au début forcément des efforts, mais je pense qu'après, une fois qu'on a pris le pli, ça va être même très difficile de s'en passer. En tout cas, c'est un très bon point là-dessus. Le seul point, on va dire, qui m'a gêné sur l'appareil, c'est du coup la publicité qui est légèrement présente. Alors elle est discrète, mais elle est là quand même. Je vous donne un exemple. Vous, par exemple, vous allez créer un dossier sur vos écrans d'accueil et quand vous l'ouvrez, vous allez voir une sorte de recommandation du jour. Et là, en fait, quand on regarde, on voit bien que ces recommandations, elles se basent absolument pas sur une analyse de vos habitudes ou pourquoi pas de choses qui pourraient vous plaire. Il s'agit ni plus ni moins que de pousser des applications publicitaires. Je pense qu'il y en a qui ont payé pour être dans ce système-là. Après, de ce que j'en ai vu, Poco semble avoir fait d'énormes efforts pour que ça soit beaucoup moins visible. Je prends l'exemple de l'expérience que Jason a eue quand il a testé le Poco X3 Pro.
que je vais vous mettre juste par ici, et lui il en avait un peu partout. D'ailleurs Jason, on l'avait vraiment soulevé comme un point noir, là où je dirais que de mon côté ça se fait de manière un peu plus discrète, ça m'a pas totalement sauté aux yeux. Toutefois, il y a une bonne nouvelle là-dedans, sachez qu'il est complètement possible de les retirer si vous le souhaitez. Et là, je vous invite quand même à aller voir le tuto de Jason qui est fait dans la vidéo de test. Eh bien oui, parce que je suis resté connecté, on est quand même prêt à tout pour gratter quelques vues. Et du coup, ça permet de ne pas non plus rallonger cette vidéo. Pour le reste, la puissance est au rendez-vous et les jeux tournent sans ralentissement avec les graphismes poussés à fond. J'ai effectué quelques parties et j'ai pratiquement joué sur une des sessions que j'ai timées 1 heure à Asphalt 9, puis j'ai enchaîné encore quelques bonnes minutes sur Genshin Impact sans ressentir de chauffe désagréable. Le smartphone, il est resté tiède, donc pour les gamers qui n'ont pas forcément de gros budget et qui n'ont pas forcément envie de mettre trop d'argent dans un smartphone, vous pouvez foncer. Pour moi, c'est testé et validé. Ce Poco F5 utilise les mêmes procédés que d'autres smartphones Xiaomi que j'ai testés et il est possible d'augmenter artificiellement la mémoire vive de l'appareil. La version de test que j'ai ici dispose de 12 Go de RAM, mais peut utiliser un peu de mémoire de stockage pour l'augmenter. Et du coup, eh bien, eux, ils ont paramétré ça par défaut et ils m'ont amputé 3 Go de stockage pour le faire passer à 15 Go de RAM. Pour moi, c'est pas super pertinent si vous avez la version 12, plutôt pour la version 8. Bon, depuis tout à l'heure, je suis sur un portrait assez élogieux du smartphone. Là, vous allez voir, on va attaquer la partie photo et vidéo et je vais être un peu moins tendre. Disons-le tout de suite, si vous êtes à la recherche d'un bon photophone, je vous le dis comme je le pense, ce smartphone ne me viendra pas tout de suite en tête. Mais bon, tout n'est pas spécialement mauvais. Le capteur principal est un Omnivision OV64B et dispose d'un capteur principal de 64 mégapixels, d'une ouverture f1.8 et le tout est stabilisé. Les résultats sont selon moi à la hauteur du prix, il est solide, surtout quand la scène est bien éclairée. Le piqué est bien et la stabilisation permet d'avoir des clichés globalement nets. Il arrive parfois qu'il se rate. Globalement, pour moi, ça conviendra vraiment aux personnes qui n'ont pas de grosses attentes et qui font vraiment des photos juste pour garder un souvenir d'un instant, plutôt on va dire que pour la beauté de l'art, d'essayer de devenir un photographe en herbe. Comme beaucoup par défaut, il délivre des photos en 12 mégapixels en utilisant ce qu'on appelle le pixel binding. En gros, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est du regroupement de pixels. Si vous le souhaitez, vous pouvez opter pour le mode 64 mégapixels qui ne rendront pas vos photos plus belles, mais tout de même apportera un renforcement au niveau du piqué. Par contre, je vous le dis tout de suite, ce mode, il est à bannir de nuit, puisque les pixels sont plus petits, vaut mieux rester sur le mode normal. Là, vous aurez des photos qui auront beaucoup trop de bruit. En basse luminosité, les clichés ne sont pas super bons. Bien qu'ils disposent d'une ouverture de f1.8, les photos sont trop sujets au lens flare, les fameux rayons lumineux qui viennent refléter sur une lentille de mauvaise qualité. Pour la partie ultra grand angle, on a des résultats globalement ternes quand on compare les photos prises au capteur principal. La concordance des couleurs n'est pas mauvaise, mais on sent des tons légèrement plus chauds sur ce capteur. On a quelques petites déformations sur les côtés, on perd en piqué et tout devient encore un peu plus plat. Alors si vous voulez utiliser cet ultra grand angle en basse luminosité, je ne peux que vous déconseiller de le faire. Bon, déjà il a une ouverture f2.2, donc les résultats vont être très sombres, il n'arrivera pas à capter assez de lumière. Bon, sur certains clichés, j'ai quand même fait l'essai et honnêtement, on a quelque chose de bruité et même quelque chose qui bave. Ce capteur, le Sony IMX355, est selon moi bon à être utilisé pour prendre des paysages de loin, de faire une belle fresque avec cet ultra grand angle et surtout de ne pas regarder ça sur un écran de PC. Vous le prenez sur votre smartphone et vous en gardez un souvenir sympa, n'allez pas piocher dans les détails. Ce smartphone, il n'a pas de capteur téléobjectif, il vous propose tout de même un zoom x2 et donc on retrouve les mêmes défauts que j'ai déjà mentionnés pour le capteur principal. Concernant le mode portrait, au début j'ai été assez dubitatif sur ces résultats, il y avait un énorme flou d'arrière-plan qui était exagéré selon moi. En fait, les réglages par défaut de ce mode sont poussés à fond. Et ça, c'est un petit peu dommage. Du coup, en fait, ce que je vous conseille, c'est comme moi d'aller jouer avec l'ouverture pour régler plus ou moins finement le flou d'arrière-plan que vous avez envie
Parfois on veut beaucoup de flou et parfois on en veut un peu moins et on a la capacité de pouvoir bouger l'ouverture de l'objectif pour pouvoir régler tout ça. Mais bon, comme il se sert du capteur principal qui est pas mauvais, eh bien on a des résultats plutôt bons. Il faut juste savoir doser un petit peu le flou pour le rendre un peu moins artificiel. Alors concernant le dernier capteur, on est sur un capteur macro 2 mégapixels en ouverture f2.4. Autant vous dire que c'est une catastrophe. C'est un capteur qu'on voit un peu partout, c'est un peu pour légitimer un troisième capteur, c'est complètement marketing et franchement les résultats ça vaut même pas la peine de les regarder. Je vous mets quelques exemples vraiment, mais pour moi voilà, c'est une erreur fondamentale de vouloir absolument forcer avec un capteur qui est aussi mauvais. Pour la partie vidéo, c'est plutôt correct. Quand on est en pleine journée, on a un résultat qui est plutôt satisfaisant. Les couleurs sont bonnes avec le capteur principal et même la stabilisation en filmant en 4K est satisfaisante. En testant, j'ai remarqué qu'on ne pouvait pas sur ce smartphone passer d'un capteur principal par exemple au capteur ultra grand angle pendant qu'on filme. Il faut nécessairement arrêter de filmer. D'ailleurs, l'ultra grand angle ne filme qu'au maximum en 1080p à 30 fps. En filmant avec justement, j'ai aussi remarqué qu'il était plus sujet au lens flare. Donc, je vous le recommande absolument pas pour faire de la vidéo. Donc voilà, pour moi, restez vraiment sur le capteur principal et vraiment n'allez pas chercher à zoomer ou à changer de capteur. C'est mon conseil. Pour le reste, ça reste suffisant. On est vraiment sur le côté là, milieu de gamme, on va dire, de l'appareil. Allez, abordons maintenant aussi la caméra de selfie qui est basée sur un capteur Samsung de 16 mégapixels qui sera tout juste correct pour de la photo en pleine journée. Le mode portrait, lui aussi, il abuse beaucoup du flou d'arrière-plan. Franchement, ça fait le minimum syndical. C'est vraiment pour des photos vite fait, réseaux sociaux, mais pas plus que ça. Pour la partie vidéo, je vous mets tout simplement un petit extrait pour juger de la qualité de la caméra avant et de la prise de son. Je profite de la fin du salon de Vivatech pour vous faire une petite vidéo test du capteur à l'avant pour pouvoir voir un petit peu quels sont les résultats. Comme vous pouvez le voir, il fait super beau, waouh, on se fait éblouir par le soleil. Je marche un petit peu aussi pour tester volontairement la stabilisation à l'avant, sachant que je suis en 1080p à 60 images. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée dans un environnement un petit peu bruyant et voir la qualité audio et vidéo de la caméra avant. Bon, vous l'aurez compris, moi qui suis tout de même habitué à des téléphones haut de gamme, je n'ai pas vraiment aimé faire des photos et des vidéos avec. Je vous recommande vraiment de baser votre utilisation sur le strict minimum, c'est-à-dire la caméra principale. Pour le reste, à n'utiliser que dans des conditions optimales et en vrai, si vraiment ça vous démange. Et c'est là qu'on arrive pour moi clairement à ce que je disais à l'intro, on touche ici à la limite de la proposition de Poco. D'ailleurs, il n'est pas question de donner la mention flagship killer pour la partie photo et vidéo. Je dirais même qu'on est sur un smartphone milieu de gamme dans cette catégorie. Bon, on vient de traverser une zone de turbulence, en tout cas une zone qui n'est pas très élogieuse pour Poco. On va aborder maintenant l'autonomie, on va voir si on peut se réenchanter sur la partie de la batterie. Et ma réponse, elle est oui, on peut vraiment se réenchanter pour la partie autonomie puisqu'il est équipé d'une batterie de 5000 mAh cumulée avec un écran qui n'est pas trop énergivore par sa définition et d'un Snapdragon 7 Plus Gen 2 et qui est plutôt pas mal optimisé. En utilisation modérée, on fait les 2 jours easy. En utilisation normale, on est sur 1 jour et demi à l'aise. J'ai tout de même réussi à l'essouffler au bout d'une bonne grosse journée d'usage intensif. Mais là, j'y ai été assez fort puisque j'étais dans un salon et je devais l'utiliser comme partage de connexion. Et ça, c'est ce qui est de pire peut-être pour un smartphone. Pour moi, très clairement, si l'autonomie c'est un critère déterminant pour vous, il peut facilement être mis dans la liste des smartphones à regarder. Bon, concernant la recharge, Poco nous met un chargeur 67 watts dans la boîte et ça c'est très cool quand on se rappelle du positionnement tarifaire de ce smartphone. Il faut savoir que de mon côté j'ai fait plusieurs essais et que j'ai fait du 3% à 100% en 1 heure de temps.
Donc, eh bien, c'est pas mal du tout, même si on est loin peut-être de smartphones bien plus rapides qui sont capables de se recharger complètement à 20 minutes. Mais après, encore une fois, quand on se repositionne sur le prix, on ne peut pas en demander beaucoup plus non plus. Mais il reste tout de même une ombre au tableau, c'est l'absence de recharge sans fil. Et j'aimerais bien savoir si pour vous, c'est un élément disqualifiant. De mon côté, j'utilise une base de recharge sans fil tous les soirs pour recharger mon smartphone principal. J'aime bien quand mon smartphone il est posé dessus et qu'il prenne le temps de la nuit pour se recharger. Du coup, de mon côté, on va pas se mentir, eh ben, ça bouscule mon quotidien, c'est embêtant, mais en même temps, bon, on va se dire les choses, c'est pas rédhibitoire non plus. Alors de mon côté, pour la partie téléphone et SMS, j'ai eu aucun souci pour la partie réseau. Actuellement, il faut savoir que je suis seulement en 4G, je suis en train de basculer sur un forfait 5G. On verra si je peux vous mettre un petit débit, test de débit, donc pour vous montrer un peu ce que ça vaut avec une puce 5G, mais pour moi je trouve que c'est pas simple en tout cas de vous faire un rapport intéressant puisque ça va dépendre de la zone géographique, de l'opérateur. Là pour le moment je vais basculer sur un opérateur, je ne sais pas ce qu'il va valoir de mon côté, ça va être du test. Bref, en tout cas, sachez-le, au niveau des appels, rien à signaler, on m'entend bien, j'entends bien les personnes et pour la partie voilà, réseau global, j'ai pas eu de difficultés par rapport à mon smartphone habituel qui est un Samsung Z Fold 4. Alors en conclusion, ce Poco F5 est pour moi une excellente proposition et une recette qui est grandement maîtrisée pour qui veut un smartphone à la fois abordable, puissant et endurant, léger avec un bel écran et un design discret. À 430 ou 480 €, on est clairement sur un smartphone qui ravira les personnes qui veulent un smartphone qui a toutes ses qualités à moins de 500 €. Et en plus, si vous êtes patient, on sait, il y a pas mal d'offres promotionnelles qui pourront faire basculer peut-être ce smartphone de temps en temps à moins de 400 €. Mon conseil, en tout cas, si vous pouvez, c'est d'ajouter les 50 € de différence qu'il y a entre les deux modèles. N'hésitez pas, si c'est pas le cas, pas de souci, ça reste quand même une bonne proposition. Concernant le suivi logiciel, Poco a annoncé 3 montées de version, donc MIUI Android et 4 ans de mise à jour de sécurité. J'aimerais bien un effort de ce côté-là, mais beaucoup de marques font la même et on est donc sur le strict minimum. Par contre, attention, si vous êtes quelqu'un pour qui la photo et la vidéo, c'est un critère déterminant, que vous voulez quelque chose de solide, alors je vous dirais quand même de regarder du côté de chez Samsung qui a des équivalents, ou voire peut-être du côté des modèles Pixel, par exemple le Pixel 6a qui est dans sa zone de prix et qui fera un bien meilleur job. Et à choisir entre Pixel et Samsung, eh ben, je donnerai l'avantage à Samsung qui eux promettent 4 montées de version Android pour le suivi. Et je pense que le Pixel garde tout de même l'avantage pour la photo et la vidéo. Vous l'aurez donc compris, à part pour la photo et la vidéo, de mon côté, j'ai passé un très bon moment avec ce Poco F5, bien que je sois un utilisateur de smartphone haut de gamme. Voilà, c'est tout pour ce test. J'espère que je vous ai donné toutes les informations nécessaires pour prendre votre décision si il était dans vos potentiels futurs achats. N'hésitez pas en tout cas à me dire, et si vous avez un Poco F5 aussi, n'hésitez pas à me dire, c'est ce que j'aime beaucoup, à me dire si vous vous retrouvez globalement dans l'avis que j'ai donné. Ça pourra permettre à d'autres aussi également de pouvoir comparer. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir d'autres tests aussi pour vérifier si je suis un peu dans le bon ton ou peut-être en décalage. Je vous laisserai après faire votre choix. Si mon travail vous a aidé, sachez que vous pouvez me soutenir de différentes manières. Il y a le bouton merci de ce côté-là pour me faire un tips si c'est cette vidéo qui vous a intéressé, qui vous a servi. Si vous aimez le travail que je fais au quotidien, sachez que on essaye de vivre de tout ça et j'ai ouvert un Patreon à cette occasion pour pouvoir offrir la possibilité aux gens de venir me soutenir. Ça donne des petites exclusivités avec des vidéos un peu en avance par rapport à la publication définitive. Ça permet aussi également de rejoindre le Discord et ça vous pouvez le faire même si vous ne soutenez pas financièrement cette chaîne. En tout cas, vous pouvez nous rejoindre déjà sur le Discord. Mais pour ceux qui sont patriotes, vous avez le droit à un canal privé avec moi où vous pourrez échanger aussi également si vous voulez élargir sur d'autres conseils. En tout cas, je vous remercie beaucoup de penser à le faire si c'est le cas. Pour le reste, malgré tout, sachez qu'il y a d'autres moyens de soutenir mon travail. L'abonnement, le commentaire, le like sur la vidéo pour faciliter l'algorithme en tout cas et la faire remonter.
N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo pour filer un petit coup de main à l'algorithme, pour me donner un peu plus de visibilité. On a vraiment besoin de vous pour grandir durant cette année très importante pour moi. En tout cas, je vous remercie de penser à le faire. Si vous avez un peu de sous et que vous voulez pas forcément me soutenir moi financièrement, mais que vous voulez soutenir une bonne cause, eh bien on aide l'association Les Lutins du Phénix qui sont ouverts par des amis à nous qui viennent en aide aux enfants hospitalisés en leur offrant une journée pour leur faire oublier un petit peu le monde de l'hôpital. En tout cas, moi j'ai été ravi de faire cette vidéo pour vous et on se dit nous à très bientôt sur les réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas à venir me rejoindre pour échanger en tout cas ensemble, et aussi également sur Twitch, il y a TikTok, il y a pas mal de trucs sur Restez Connecté, tapez Restez Connecté un peu partout, vous allez voir. On essaye de se diffuser, vous proposer un peu un panel de contenus différents. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et comme on dit chez nous, restez connectés. Bye bye.